Très chers amis francophones, amateurs de thé, bonjour. Bienvenue chez moi, Stéphane Nerler, le fondateur du blog Tea Masters et de la boutique tea-masters.com. Nous sommes à Taïwan on est le 11 mars ou le 12 en tout cas mi-mars, on est encore en hiver et je me suis dit, tiens, avant que le temps ne passe au printemps et que peut-être qu'il fait encore assez froid chez vous, faisons encore une leçon sur le pu'er, un thé qu'on boit plutôt en hiver quand il fait froid, car c'est un thé qui nous donne beaucoup de chaleur. Et avant que les nouvelles récoltes de printemps commencent, je crois que c'est encore le moment de parler de ce thé. Et aujourd'hui, nous allons parler notamment du pu'er cru. Donc on va faire une leçon un petit peu de présentation assez basique. Commençons par le départ. Vous vous rappelez les 6 grandes familles de thé qui sont classées par le degré d'oxydation. Les thés verts qui ne sont pas oxydés, les thés jaunes légèrement oxydés, les thés blancs qui sont simplement séchés, donc également très très peu oxydés. Puis nous avons les oolongs qui sont notre plat principal, les thés semi-oxydés. Puis nous avons les thés hongcha, les thés rouges qui sont complètement oxydés. Et dans la dernière catégorie, ce sont les thés fermentés, qu'on appelle reicha en chinois, donc qu'on peut traduire par les thés noirs. Dans cette catégorie de reicha, on va distinguer les sheng et les shou, c'est-à-dire les crus et les cuits. Les cuits étant les thés fermentés artificiellement en rajoutant de l'eau et en mettant une bâche, et donc ça permet de fermenter artificiellement très rapidement les feuilles. En l'espace de 50 à 70 jours, le thé est fermenté. Mais les thés sheng, les thés crus, ne sont pas fermentés ainsi. Ils sont fermentés naturellement, en les laissant un petit peu au contact de l'air, en tout cas en les laissant évoluer normalement. Et au départ, ils sont pratiquement presque des thés verts. Donc pourquoi est-ce qu'on les a mis dans cette catégorie? Parce que, contrairement à des thés verts, ces thés-là ont le potentiel de fermenter par eux-mêmes, de manière tout à fait naturelle. C'est pour ça que ces sheng pu'er, ils sont dans la catégorie des reicha, des thés noirs, des thés fermentés, parce que eux vont post-fermenter. Alors on distingue dans cette catégorie des reicha, il n'y a pas que le pu'er, il y a toute une série d'autres thés qu'on peut trouver dans d'autres provinces, dans le Sichuan, Hunan, etc. Il y a plein d'autres provinces qui font des thés fermentés. Le pu'er, c'est un petit peu la star entre tous ces thés, notamment les pu'er crus, et c'est pour ça que je veux dédier cette leçon à cette catégorie de thé, les pu'er crus, qui font partie des thés noirs. Alors, si vous aimez bien cette leçon, mettez-moi un petit pouce bleu sur Facebook ou bien sur YouTube si vous me voyez en différé. Si vous êtes sur Facebook, vous aurez l'occasion de me poser des questions à la fin de ce cours. Alors, merci pour votre présence et vos questions. Qu'est-ce qu'on peut encore dire d'un point de vue historique? On aime bien toujours prendre un peu de hauteur, prendre du recul sur ces thés. Les thés pu'er sont apparus dans la dynastie Ming en Chine. Dynastie Ming, c'est donc aux alentours de 1400, donc il y a environ 6 siècles. Et donc ce ne sont pas des thés qu'on trouve dans la période Tang. Beaucoup font l'erreur de penser que parce que dans la période Tang avec Louis, on décrit des thés qui sont compressés en forme de galettes, que les galettes de pu'er datent de cette dynastie plus ancienne. Ce n'est pas le cas. Donc on ne trouve du pu'er dans la culture de thé chinois qu'à partir de la fin de la dynastie Ming.
Et c'est un petit peu, aussi à l'encontre de ce qu'on pourrait penser, parce que c'est au Yunnan qu'on peut trouver les plus anciens arbres à thé. Il y a des théiers qui ont plus de 1000 ans, voire même 1500 ans, et donc qui pourraient dater de la dynastie des Tang. Mais, comme dit, à l'époque, c'était du thé vert, ce n'était pas des thés fermentés, donc ce n'était pas du pu'er qu'il y avait à l'époque. Il n'est pas exclu bien sûr que ces arbres aient été utilisés par les tribus un peu aborigènes qui habitent dans cette région montagneuse et qu'ils en faisaient leur propre breuvage, leur propre soupe, mais ce n'était pas des feuilles qui étaient utilisées comme du thé à cette époque. Donc, on a fixé ça, que le début, ça vient de la dynastie Ming. Et dans la dynastie Qing, on peut voir que le thé pu'er était envoyé au palais des empereurs de Chine à Pékin comme cadeau. Et au musée maintenant du Palais national à Pékin, on a conservé un de ces cadeaux, un melon de plus de 2 kg, 2,5 kg environ, Jingua, donc melon d'or, qu'ils appelaient également à tête d'homme, parce que 2,5 kg de thé, et de forme de melon, ça en fait également une forme un petit peu de tête. Et ce melon avait été de pu'er compressé, avait été offert à l'empereur Guangxu, qui avait régné de 1875 à 1908. Donc ça, c'est probablement un des plus anciens pu'er dont on est certain de la provenance et de la date, qui est maintenant en exhibition dans ce musée à Pékin. Alors, qu'est-ce que c'est que le pu'er? Comment est-ce qu'on peut le définir? En fait, il se trouve que le marché du pu'er a été un petit peu chaotique. On a plusieurs grandes étapes dans l'histoire du pu'er. Donc, jusqu'à la période Qing, on avait des entreprises privées qui finissaient souvent par Hao, Songping Ha, Tongqing Ha, Fuyan Ha, etc., qui faisaient leur pu'er pour un marché de privé, notamment après la fin de la dynastie. Ensuite, ça a été nationalisé vers 1950. L'État chinois a nationalisé en fait toute l'économie de la Chine, et ils avaient installé une entreprise pour s'occuper de tout ce qui était de la nourriture. Et dans cette entreprise, il y avait une section qui s'occupait tout particulièrement du thé, et qui était séparée même province par province. Et au Yunnan, ils faisaient tout le pu'er jusqu'environ aux années 1950. Aux années 2000, donc de 1950 à 2000. Ensuite, donc à partir des années 2000, avec la privatisation, des nouvelles firmes privées ont vu le jour. Et donc là, c'est une époque où on faisait un petit peu n'importe quoi, notamment à partir de 2005. Il y a eu une émission télé, une série sur le Chamaguda. C'est cette vieille route de thé que prenaient les chevaux avec les marchands pour vendre le thé fait au Yunnan, pour aller le vendre partout en Chine et jusqu'au Tibet, jusqu'en Asie centrale. Et donc cette série de 8 épisodes sur la plus grande chaîne de télé chinoise a suscité un grand intérêt pour le thé. Les Chinois découvraient enfin l'histoire vraiment fascinante de ce thé, et comment il était transporté à dos de cheval sur des milliers de kilomètres à travers toute l'Asie. Et
À cette occasion, d'ailleurs, on a même fait revenir ce cadeau qui est dans le musée de Pékin pour lui faire le chemin inverse, pour le faire revenir à sa source, au Yunnan. Et ensuite, bien sûr, il est de nouveau retourné de nouveau à Pékin. Mais donc c'est à partir de cette série-là que les Chinois se sont de nouveau retournés vers un petit peu vers leur passé, vers leur source, et ont de nouveau montré de l'intérêt pour ce thé. Et ça tombait bien, ça tombait au moment où la Chine commençait à devenir plus prospère, où les consommateurs chinois commençaient à avoir plus d'argent dans leur bas de laine et à commencer à vouloir le dépenser en des produits de luxe et de consommation plaisir. Et donc, c'est à ce moment-là que le thé pu'er est devenu plus important en Chine. Et comme ça coïncidait avec cette période de privatisation, là, donc le marché devenait vraiment très, très exubérant, comme dirait M. Greenspan, et il a fallu un petit peu mettre un peu d'ordre dans ce marché. Donc en 2008, les autorités ont fait une définition très claire de ce qu'est le pu'er. Il faut que ce soit des feuilles d'aillé, donc des grandes feuilles. D'aillé veut simplement dire grandes feuilles. Il faut que ces feuilles soient originaires du Yunnan et qu'elles soient transformées au Yunnan en passant par une étape de séchage au soleil. Donc il y a toutes ces conditions-là pour que le pu'er puisse s'appeler pu'er. Donc si les feuilles ne viennent pas du Yunnan, si elles n'ont pas été transformées au Yunnan, ou bien si elles n'ont pas été séchées au soleil, si une de ces trois conditions manque, alors le thé ne peut pas s'appeler pu'er. Et aussi, il faut que ce soit des grandes feuilles. Ça ne peut pas être d'autres feuilles dont on se sert pour faire du thé rouge ou bien du thé vert, par exemple. Voilà. Donc je vous ai déjà un peu parlé aussi de cette histoire de la production, de la privatisation du pu'er. On peut également voir d'un point de vue du marché. Donc on voit qu'à partir de 2005, le marché est surtout en Chine. Auparavant, on peut dire que jusqu'au début des années 90, le marché était surtout à Hong Kong. C'est là qu'il y avait le plus d'amateurs de thé pu'er jusqu'aux années 90. Ensuite, ça allait vers le bas, surtout avec, au plus bas, c'était 1997, quand Hong Kong est retourné vers la Chine. Là, à ce moment-là, il y a vraiment beaucoup de marchands historiques de pu'er qui ont fermé boutique, ou bien qui ont vendu tout leur stock, qui avaient un petit peu peur de ce qui allait se passer avec ce retour à la Chine. Et en fait, durant les années 90 jusqu'à 2005, c'était Taïwan qui était devenu l'endroit au monde où il y avait le plus d'amateurs de thé pour le pu'er, le plus de collectionneurs. Et donc de 1990 à 2005 environ, vraiment Taïwan a joué un rôle primordial pour l'achat du pu'er et aussi pour la collection du pu'er. Donc on bénéficie encore un petit peu de ça de nos jours à Taïwan, notamment pour les pu'er les plus anciens. Mais il faut quand même savoir que maintenant, depuis 2005-2006, le marché des pu'er haut de gamme, en tout cas, il est en Chine. Il est dans les grandes villes comme Shanghai ou Pékin. C'est là-bas qu'il y a les plus grands collectionneurs et les milliardaires qui sont prêts à mettre le prix pour avoir un produit qui n'a pas son pareil ailleurs, qui est en plus national, donc pour la fierté nationale. Et le pu'er, il a encore cette particularité qu'on va distinguer entre les pu'er tidy cha, c'est-à-dire des pu'er qui sont de plantation, et des pu'er gushu. Gushu, ça veut dire
vieux arbres, un petit peu comme les vieilles vignes qui sont un peu particulières pour le vin. Mais là, le Gouchou, il est encore plus particulier parce que ce sont vraiment des très grands arbres, très anciens, très vieux, qui peuvent avoir plusieurs centaines d'années. Et là, plus il est vieux, plus sa réputation va être grande et l'attrait va être important. C'est à tel point qu'on essaie de chercher des arbres un petit peu dans des endroits un peu plus reculés. C'est comme ça que j'avais pu trouver un Gouchou de 500 ans en 2019 et 2017. Voilà. Et celui-là que je vais boire tout à l'heure, il est de 2003, c'est mon Iou de 2003, c'est un des premiers thés que j'avais commandé et découvert lors de mes cours de thé, quand j'ai commencé à prendre des cours de thé il y a 19 ans. Il sent bon. Donc ces thés Gouchou ont cette particularité par rapport à tous les autres thés d'être donc des arbres qui poussent de manière beaucoup plus naturelle. Parfois ils avaient été plantés il y a très très longtemps, mais un peu oubliés. Ils ont donc des racines très profondes qui leur permettent d'obtenir une eau très, très bien filtrée. Et ils ont également des mécanismes de protection au niveau des bourgeons. Le bourgeon, très souvent, il va contenir un ou deux autres bourgeons à l'intérieur du bourgeon. Donc ça, c'est un mécanisme de protection contre les insectes qui pourraient manger les feuilles, vu que des arbres doivent se protéger eux-mêmes des insectes pour pouvoir survivre. Et ces vieux arbres ont réussi à vivre sans la main de l'homme, alors que des théiers, quand on les laisse grandir par eux-mêmes, très souvent, ils sont attaqués par les insectes, ou bien ils sont recouverts par d'autres végétations, et la plupart des théiers en plantation ont besoin de l'homme pour survivre. Et peut-être que le puer, c'est un des rares qui arrive à vivre bien, même sans l'homme, parce qu'il a donc une certaine force dans les feuilles, des mécanismes de protection qui lui donnent cette force toute particulière. Et c'est pour ça que, également au niveau du marché, le prix des thés de plantation aura tendance à varier fortement avec l'offre et la demande et des considérations un petit peu macroéconomiques, alors que le puer Gouchou, qui est beaucoup plus réduit et de bien meilleure qualité, en général, lui, il ne connaît pratiquement que des hausses. D'année en année, il devient de plus en plus cher, parce qu'il est vraiment reconnu pour ses qualités intrinsèques. Il y a également quelques autres développements plus récents dans la production du puer. On dit que et c'est vrai que les thés de plantation, ils ressemblent un peu plus de nos jours au oolong, parce que certains producteurs, comme le plus grand, Dai, ont rajouté une étape de production qui s'appelle Ben Huang, qu'il s'agit à l'étouffer, de rendre les feuilles un petit peu plus jaunâtres, en fait de les oxyder. Et cette oxydation des feuilles durant la production du puer, elle a comme effet de donner un peu plus de senteur au puer qui est produit quand il est sec. Donc le client qui n'a pas trop d'idées, quand il sent sa galette qui vient juste d'être pressée, il dit ça sent bon. Grâce à cette nouvelle étape de production. Malheureusement, cela a un inconvénient, c'est que de telles feuilles qui ont été un petit peu oxydées, elles ne
ne sont pas aussi bonnes pour être conservées très longtemps. La marge de progression et d'amélioration n'est pas aussi bonne que pour des pouers qui ne sont pas passés par cette étape de production. Donc ça c'est une chose à faire attention avec ces nouveaux pouers. Quand ils sentent trop bon au départ, ça peut être, c'est pas forcément une bonne chose. Un autre développement, c'est, comme je disais, l'intérêt pour les gouchous, pour les vieux arbres est tel que, on cherche de nouveaux endroits où il pourrait y en avoir, mais on cherche également à créer plus. Et voilà. On cherche également à cloner des arbres de vieux pouers pour justement pour pouvoir en produire plus. On coupe des branches de vieux arbres pour les replanter sur d'autres plants afin que ces plants-là puissent donner plus de feuilles. Parce que forcément sur un seul arbre la quantité est limitée, mais en faisant de tels clones, il est possible de produire plus et surtout de produire à des endroits où ça va être un peu moins régulé, parce que ces très vieux arbres, il arrive des moments où les autorités disent bon, l'arbre il est trop vieux, on arrête de l'exploiter pour ne pas le tuer, hein, justement. Et donc le fait de pouvoir le cloner, c'est une manière de pouvoir produire quelque chose qui ressemblera au gouchou, mais et de manière un petit peu à la limite de l'égalité, quoi. Donc ça c'est également un développement récent pour le pouer, parce que l'intérêt pour les gouchous est tellement grand qu'on cherche à en produire de plus en plus. Alors là, il est déjà un petit peu tard pour faire une dégustation de ce thé. Je vous propose de la faire la semaine prochaine pour un autre cours. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les poser et ce sera l'occasion peut-être d'y répondre. Merci.